Un pantalon de paysan, une nouvelle extraite de La vie comme elle est de Grigol Zorab, parue aux éditions Parenthèse. Heureuse mais un peu fatiguée par l'agitation de la fête, Zaroui revenait de la distribution des prix. Une pile de livres dorés sous le bras, elle montait les ruelles tortueuses et escarpées du village, passant au milieu des femmes qui, assis sur le pas de leur porte, tricotaient des chaussettes et des gamins aux pieds nus qui couraient çà et là, se roulant dans la poussière du chemin. Le regard qu'elle jetait sur les gens du village qui la contemplaient était rempli de fierté et aussi de quelque mépris. C'était un retour triomphant auprès de sa famille, vers leur petite maison perchée là-haut, tout au bout du village, une bicoque si vieille, si délabrée, qu'elle ne semblait tenir debout qu'en s'appuyant sur les maisons voisines. Dans cette maison sombre et sale, la jeune fille exubérante de vie, à l'aube de ses 16 printemps, faisait penser à une rose qui aurait fleuri sur un fumier fertile. À côté de cette pauvreté, toute la joyeuse émotion que lui procurait son diplôme de fin d'année paraissait déplacée. Des discours prononcés peu de temps auparavant, des éloges prodigués par le directeur et par le conseil d'administration, des applaudissements du public renouvelés à la remise de chaque prix, des félicitations de tout genre, peut-être des promesses du bouquet de fleurs multicolores, il ne resta plus rien à la minute même où elle franchit le seuil de sa maison. Malade et diminuée, sa mère était alitée et son petit frère, un enfant de 4 ans vêtu de haillons, poussait des cris et des hurlements qui s'entendaient à l'autre bout de la rue et qui symbolisaient pour elle le cri éternel de son malheur et la voix de la pauvre petite maison. Elle resta un moment près du lit de sa mère et lui montra les livres magnifiques qu'elle avait reçus comme prix, mais ceux-ci attirèrent davantage l'attention de l'enfant oublié par terre sur le plancher que celle de la malade. Elle monta alors dans sa petite chambre pour ranger avec soin ses prix, les garder tous à côté de ses livres de classe auxquels ils apportaient la récompense finale attendue avec tant d'anxiété, espérant qu'ils lui apporteraient aussi le commencement d'une vie meilleure. Dans son imagination, elle devinait cette vie, elle la voyait, elle s'en réjouissait presque à l'avance. Son intelligence vive, d'une maturité précoce, l'entraînait vite hors de l'atmosphère réelle de son milieu. C'était maintenant une jeune fille studieuse qui avait réalisé complètement les désirs de sa mère. Celle-ci, qui avait été domestique et nourrice pendant de longues années à Bolis et qui avait assisté à la transformation en demoiselle cultivée des petites étrangères nourries de son lait, avait conçu le désir et l'ambition de voir sa propre fille devenir comme elle. De retour auprès de sa fille, et même quelque temps avant, elle ne s'était épargnée ni les dépenses ni les sacrifices pour donner à son enfant l'éducation que pouvait recevoir dans un village un enfant de riche. Elle avait raconté à sa fille tant de choses merveilleuses sur la vie des dames arméniennes de Bolis que l'esprit de l'enfant fourmillait d'histoires et d'anecdotes fabuleuses sur leur richesse et leur plaisir. Zaroui était parmi ses petites camarades de classe celle qui savait tout et qui avait toujours le dernier mot, car elle avait pour garant l'autorité de sa mère qui avait vécu à Bolis. À l'école, Zaroui avait comblé toutes les espérances que sa mère avait formées pour elle. Tous les ans, comme cette dernière année, elle s'était distinguée à ses examens, elle avait été saluée par les applaudissements et elle avait été davantage récompensée que les filles de notables. Mère et fille, par un accord tacite, nourrissaient en secret le désir de s'élever au-dessus de leurs conditions paysannes. Au collège, son professeur Bolsetsi, un modèle de femme accomplie aux yeux de Zaroui, paracheva son éducation. Pour s'être éloignée de la capitale, cette femme devait être un ange déchu, car elle accomplissait son devoir en vivant au milieu des petites paysannes et en les éduquant comme si elle endurait une punition. Elle ne manquait aucune occasion de rappeler Bolis, sa Bolis, summum de toute comparaison, à côté de laquelle tout le village, les villageois et l'école disparaissaient, n'existaient plus. Quand la petite Zaroui passa dans la classe supérieure, elle devint pour elle une amie d'autant plus intime que celle-ci partageait les mêmes préoccupations qu'elle. Le matin de bonne heure, les femmes et les jeunes filles du quartier se rassemblaient près de la fontaine, chacune avec un seau et un baluchon à la main, commençant ainsi très tôt la liste monotone de leurs tâches domestiques et leur commérage.
La fontaine était le point de départ des rumeurs sur tous les événements, sur tous les scandales, comme un récepteur de téléphone à partir duquel les nouvelles se répandaient aussitôt dans le village par mille et une bouches. Après les salutations d'usage et de petites disputes pour déterminer qui se servirait la première, Iskoui, la femme la mieux informée et la plus curieuse de tout le village, annonça la nouvelle du jour à ses compagnes présentes. « Vous savez les filles que Ouanjian a demandé la petite Zaroui en mariage ?»« Ouanjian ?» Il y eut un murmure d'incrédulité et d'étonnement sur lequel passa une petite pointe d'envie, comme l'annonce d'un vent léger qui ride la surface d'une mer calme. Ouanjian était ce jeune gars robuste et vif dont rêvaient pour gendre toutes les mères qui avaient des filles à marier. Avec son pantalon de bure plissé qui enserrait ses beaux mollets nerveux et en dessinait des formes propres à susciter le désir d'une femme, avec sa ceinture nouée autour de ses reins qui faisait ressortir son buste bien pris dans sa courte veste, avec sa démarche légèrement sautillée particulière aux hommes de grande taille qui ajoutait comme une affectation à sa séduction naturelle, avec son fez incliné entouré d'un voile dont les longs glands battaient son épaule, c'était vraiment un beau garçon et les torsades fines de sa moustache fraîchement poussée avaient à son insu enflammé plus d'un cœur. Par-dessus le marché, il était propriétaire d'un beau champ et d'une paire de bœufs qu'il avait acquis grâce à son travail de simple journalier. Il gardait sur lui l'odeur fraîche et propre, la simplicité et ce côté un peu rustique de l'ouvrier agricole, et il était fier de cette rusticité qui lui allait si bien. Et pourtant, voilà qu'il avait décidé de prendre pour femme une jeune fille instruite. L'idée saugrenue d'un tel mariage lui était venue à l'esprit, s'était formée et installée dans sa tête, comme malgré lui, et était ancrée, selon les paroles de Dumas, d'autant plus profondément qu'il avait réussi à s'en persuader. En analysant un peu, plutôt que l'ambition d'avoir pour femme une villageoise instruite, lui qui était un homme simple et ignorant, c'était une sympathie fondamentalement sincère qui lui avait dicté ce choix, ainsi que la satisfaction intime de sauver une jeune fille pauvre de la misère et de lui offrir une vie modeste mais paisible. C'est ainsi qu'un beau jour, poussé par toutes ces considérations et malgré l'opposition muette de sa mère, Ouanjian était allé demander Zaroui en mariage, 6 mois à peine après la fin de l'année scolaire. Cette chance, car en vérité c'était une chance du point de vue unanime des femmes rassemblées à la fontaine, ne fut pas cependant perçue comme telle aux yeux de Zaroui. C'était sortir de ses rêves de jeune fille cultivée pour se réveiller dans une réalité grossière, un mariage banal et vulgaire avec un fermier, le mariage de ces filles qui portent l'eau et lavent le linge, qui participent sans répit à l'existence rude et fatigante de leur mari, dont les activités se limitent au labourage, au semail et à la moisson, toute une jeunesse consacrée au blé, à la paille, au fumier, voilà toutes les garanties que ce mariage assurait. Et en face d'elle, un homme qui aurait perdu tous les charmes de sa jeunesse dans des vêtements disgracieux. Zaroui préférait rester pauvre plutôt que se marier avec ce gars-là. En vain, des parents vinrent lui rendre visite et le prêtre de la paroisse le confessa. Rien n'y fit. La jeune fille resta inflexible. Ceux qui étaient venus pour servir d'intermédiaires repartirent les uns après les autres. Une vieille tante, entêtée, resta pour persuader Zaroui, au moins pour comprendre la cause de son refus. « Ma fille, pourquoi ne veux-tu pas d'Ouanjian ?»« Je n'épouserai jamais un homme qui porte des pantalons de paysan, » répondit Zaroui. En effet, le garçon que Zaroui épousa un an après ne portait pas de pantalons de paysan. Il venait de Bolis, avait débarqué dans ce village je ne sais de quelle façon et occupait dans l'école locale arménienne le poste de professeur-directeur depuis peu de temps. Aux yeux de Zaroui, ce jeune homme long et mince représentait l'érudition, les bonnes manières et le goût, faisant preuve d'une condescendance de coq orgueilleux au milieu des paysans. Son salaire était de 500 kourouches par mois, ce qui était bien sûr une grosse somme dans ces campagnes et de toute façon beaucoup plus qu'il ne le méritait. Son instruction incomplète, lacunaire, en avait fait le type même du parfait pédant et du professeur ignorant. Ajoutez à cela une fierté exacerbée et un dédain pour toute chose, voilà le mari que Zaroui s'était choisi, un garçon venu de la capitale qui lui avait offert toutes les garanties de l'y emmener un jour.
car c'était le refrain qui revenait le plus souvent dans leur conversation quand nous irons à Bolis. Cet homme était sincère lorsqu'il faisait miroiter peut-être pour la 1000e fois devant les yeux éblouis de Zaroui le projet de retourner avec elle dans la capitale. Combien de fois il avait décrit, expliqué Bolis. Après avoir vécu quelques années dans ce village, le désir et la nostalgie de Bolis se ravivaient dans son esprit et il aurait préféré connaître la torture de la faim dans la capitale plutôt que de continuer à vivre la vie monotone et engourdie du village. Parfois, il dépeignait le Bosphore à sa jeune femme, ses méandres sinueux, la majesté des palais qui se levaient sur ses deux rives, et il les vantait comme si tout cela lui appartenait. Et là-dessus, mari et femme s'accordaient bien, oubliant toutes les frustrations d'une existence qui ne reposait que sur un misérable salaire mensuel, et croyant, avec une confiance naïve, qu'à peine débarqué à Bolis, les gens s'arracheraient ce professeur et que l'argent pleuverait de tous côtés, leur apportant le confort tant désiré. Persuadés que leur situation n'était que temporaire, ils continuaient de vivre dans ce village, postulant pour des emplois à Bolis, mais personne ne leur répondait, personne ne faisait appel à leur talent de pédagogue. Une année s'était à peine écoulée que Zaroui mit au monde son premier enfant, puis il y en eut un deuxième. Toujours aussi gracieuse, elle se trouva peu à peu étouffée par les tâches pénibles de la vie domestique, et ses rêves dorés demeuraient toujours en elle, comme des fantômes évanouis de plus en plus inaccessibles. Ils étaient mariés depuis 5 ans lorsqu'éclata une dispute, ce genre de querelle périodique qui existe entre le prélat du diocèse, le conseil paroissial et le conseil pastoral, qui coûte à son poste à son mari. Le professeur se retrouva à la rue, c'étaient les adversaires des conseillers pastoraux qu'il avait nommés à son poste, qui avaient pris la tête des opérations. Confiant dans ses capacités supérieures, il se refusa à s'adresser aux uns et aux autres et à les supplier pour récupérer son emploi. Privé de son travail, injustement écarté, il voulut jouer le rôle du conciliateur, rôle ingrat qui flattait son amour-propre, mais n'offrit aucun avantage concret. Il errait maintenant par les rues, arborant son petit sourire dédaigneux vis-à-vis des paysans, tout en gardant dans son fort intérieur le souci de trouver un emploi et des moyens de subsistance. Personne dans le village ne tendit la main en Bolsetsi. Le nouveau directeur, originaire de Vannes, lui déclara la guerre. Pour anéantir totalement un ennemi vaincu, en pleine retraite et pour empêcher le retour d'une offensive, le nouveau directeur, avec l'aide de diverses personnes, fit courir le bruit que le mari de Zaroui n'avait rien enseigné aux élèves qui avaient été confiés à ses soins. Il n'a cultivé ni l'esprit, ni l'âme de ses enfants, disait-il à qui voulait l'entendre. Cet homme se donnait des airs de pédagogue, discourait sur la psychologie et jetait les noms de Pestalozzi et de Froebel à la tête des conseillers pastoraux ébahis. « Votre professeur Bolsetsi a fait perdre inutilement le temps de ces pauvres enfants. Il fallait parler à leur âme au lieu de leur faire apprendre par cœur des séries de noms d'une manière sèche et désincarnée. » Sous ces attaques, le professeur envoyé de l'école se sentait irrémédiablement perdu. Il n'y avait personne pour prendre sa défense, situation qui se rencontre rarement dans les villages. Il était endetté jusqu'au cou et la lutte pour trouver du pain sec, commençait à oppresser sa malheureuse famille. Il vendit d'abord les dictionnaires qu'il possédait, puis les quelques livres de sa femme, les prit aux reliures dorées qu'ils se résolurent à sortir de leur retraite pendant ces jours de disette pour en obtenir une aide concrète et tangible. Quand à l'occasion d'un procès je retournai dans la région, il y a de cela quelques années, seule la charité des voisins faisait vivre cette famille. Le professeur était alité et gravement malade, j'allais lui rendre visite. Le malheureux n'avait pas encore 30 ans et cependant ses cheveux étaient tout blancs. Ses yeux brillants de fièvre étaient enfoncés dans leurs orbites et une pâleur cadavérique se répandait sur ses joues creuses. Devant la porte, ses 2 fils vêtus de petits tcharvars, de petits pantalons de paysans, jouaient avec la belle insouciance ignorante de leurs jeunes années. Leur mère portait quelque chose qui ressemblait à une robe de coton aux couleurs passées, et de son vieux voile noir qui lui donnait l'aspect d'une veuve, s'échappait une chevelure abondante qui recouvrait son front et retombait jusqu'à la taille.
Dans un arménien pur, où je perçus la coquetterie innocente de vouloir m'étonner, elle me parla, me révéla la situation indigente de son mari, et m'avoua n'avoir jamais connu la tranquillité depuis le jour où elle l'avait épousé. La maladie, résultant de la malnutrition et de soucis d'ordre psychologique, consumait de jour en jour ses faibles forces et laissait en présager aisément l'issue imminente. Il mourut 8 jours après mon passage, d'une mort qui fut peut-être une délivrance pour échapper à une infortune insupportable. Son enterrement fut pauvre et sans honneur comme l'avait été sa brève existence. Avec 1 ou 2 bolsettis qui se trouvaient par hasard dans la région, nous l'avons accompagné jusqu'au cimetière qui n'était pas très loin de sa maison. À peine 4 ou 5 personnes du village, parmi lesquelles un des fermiers les plus riches, un jeune homme que l'on me présenta, Ohanjian Aga. Il avait l'air modeste, presque timide, comme s'il s'excusait de se trouver à côté de moi et de m'adresser la parole. « Nous sommes des gens un peu frustes, me dit-il. Ne faites pas attention à ce que nous disons. Nous ne sommes pas des gens cultivés, nous portons des pantalons de paysans et nous avons aux pieds des chaussures de toile. » Plus que l'aveu de ses lacunes, ce fut quelque chose dans ses paroles qui ressemblait à une protestation muette, à une plainte qui me bouleversa. Il se trouva tout de suite en confiance avec moi, et au retour, il m'invita à aller à sa fabrique qui était sur notre chemin, une fabrique de soie entourée de champs de mûriers qu'il exploitait avec succès. Il me conta un par un les terres et les champs environnants, me détailla leur production et leurs revenus, et me vanta tous ses biens avec une fierté ingénue. J'ai débuté comme un simple journalier. Je félicitai Ohanjian de sa réussite, d'autant plus chaleureusement qu'il avait grimpé l'un après l'autre tous les échelons à partir d'une condition très modeste. Il m'invita le soir à dîner chez lui. Je refusai, mais il insista tant et si bien que je finis par accepter. Je ne pus résister à tant d'hospitalité, d'autant qu'il m'apparut être un homme doté d'un cœur simple mais généreux. Sa maison était une des plus belles du village. Elle donnait sur le chemin de fer qui menait au bord de la mer et était construite au milieu d'un beau jardin. C'était un grand bâtiment dans lequel ne vivait en dehors de lui que sa mère, une femme vigoureuse, le type même de l'arménienne travailleuse et économe. « Soyez le bienvenu, me dit-elle. Mon Ohanjian aime recevoir des invités et les honore. Soyez le bienvenu. » Ayant pénétré un peu dans son intimité, je lui demandai pourquoi elle n'avait pas de belle-fille dans sa maison. « Demandez cela à mon fils, me répondit-elle. Que voulait-elle dire par là? Ils détournèrent la conversation sur d'autres sujets et me racontèrent des histoires anciennes et plus récentes. À la fin du repas, des voisins vinrent se joindre à nous et nous nous divertîmes ensemble jusqu'au milieu de la nuit. Je retournai ensuite à la maison où j'avais été reçue durant mon précédent séjour dans ce village. Le lendemain matin, on m'y raconta l'histoire d'Ohanjian, son amour repoussé, le secret de son célibat jusqu'à aujourd'hui. Dernièrement, une domestique venant de ce village est arrivée chez nous. 2 années s'étaient écoulées depuis ma visite. Je lui posai beaucoup de questions. Que faisaient les paysans? La culture du verre à soie est-elle aussi rentable qu'avant? Les agas du village étaient-ils les mêmes que j'avais connus? Le Hadji Garabed, l'Aga Ohanjian, d'autres encore? À ce dernier nom, la servante sourit. L'Aga Ohanjian est marié maintenant, me répondit-elle. Il a épousé une veuve il y a 1 mois. Comment une veuve? Demandai-je. Oui, la femme du professeur, Zaroui. Il a épousé la fille qu'il aimait. Voyez, monsieur, comment est le destin. Ce qui doit arriver arrive toujours. En quelques mots, elle m'expliqua toute l'histoire que tout le monde connaissait dans le village. Autrefois, elle n'avait pas voulu de l'Aga Ohanjian parce qu'il portait un pantalon de paysan. C'était un beau jeune homme et bien sûr, il n'était pas riche comme aujourd'hui. La fille, elle, savait lire, elle était allée à l'école et elle était instruite. Alors, il ne lui avait pas plu. Son premier mari était professeur. Avec lui, elle n'a pas connu un seul jour heureux. Maintenant, elle s'est remariée avec l'Aga Ohanjian. Avant, Zaroui était belle, mais on ne la remarquait pas à cause de sa pauvreté. Mais si vous la voyez aujourd'hui, grande et belle,
Avec ses cheveux ondulés comme la mer, son visage clair comme la lune, elle ressemble à un ange. Et pour tirer la morale de toute cette histoire, sa conclusion de paysanne simple mais intelligente, elle ajouta « Voyez, monsieur, notre village, ce n'est pas Bolis. Nous, on porte des tcharvars, et nos hommes, eux, ils porteront toujours des pantalons de paysans. »